Avant d'aller dans les détails de la démonstration du théorème d'Ampère, on va d'abord faire la même chose que ce qu'on a fait pour le théorème de Gauss, c'est-à-dire qu'on va montrer un cas particulier dans lequel certains résultats sont remarquables. Alors l'idée, c'est de calculer, alors déjà, d'avoir un fil infini parcouru par un courant et de calculer la circulation du champ magnétique créé par ce fil infini sur un contour qui entoure le fil. Donc pour ça, on va prendre un fil infini, donc je trace mon fil infini. Donc je voudrais calculer d'abord le champ en un point M. Ce champ, on va utiliser la loi de Biot et Savart, et donc je vais calculer ou je vais exprimer le champ produit par un élément de fil dz. Alors je l'appelle dz, vous allez voir pourquoi. dz, je lui mets même, c'est un petit vecteur déplacement élémentaire. Pour avoir le champ créé en M, il nous faut l'emplacement de dz. dz se trouve en un point que je vais appeler P, qui se trouve à la coordonnée Z, et le champ qui est créé par cet élément de fil parcouru toujours par un courant I, il me faut la distance qui le sépare du point M. Le fait que je me mette au milieu ou à la fin de l'élément comme il est infinitésimal, c'est la même chose. Donc je vais supposer que cette longueur, je vais l'appeler, je lui donnerai un nom après. Alors ce que je sais, c'est que le point M se trouve à une hauteur ou à une distance petit r du fil. Je vais appeler l'angle entre la direction PM, ou le segment de droite PM, et la direction orthogonale au fil, je vais appeler cet angle alpha. Et pour que tout soit absolument clair, vous voyez, je vais aussi indiquer les vecteurs de base. Là, je me mets dans une base, enfin de façon un peu naturelle, je me mets dans une base cylindrique, c'est-à-dire que j'ai un vecteur unitaire qui est au point M, un vecteur unitaire selon Z que je vais appeler UZ, selon R que je vais appeler UR, et selon θ que je vais appeler, vous avez deviné, Uθ. Voici donc notre schéma. Et donc, ce qu'on va faire, c'est calculer déjà le champ créé par cet élément de fil. Le champ, il s'écrit d'après la loi de Biot et Savart dB, et il est égal à mu0 sur 4pi, i dz vecteur élémentaire dz vectoriel pm sur pm au cube. Alors, comme ce champ est orthogonal, le champ à dz et à pm, ça c'est une propriété du produit vectoriel, il va être dirigé donc perpendiculairement au plan, de façon orthogonale, au plan de la feuille, là. Donc on va le marquer en rouge, tiens, comme ça. Donc ça, c'est l'élément, c'est le vecteur dB au point M. Alors pour avoir l'expression complète, ce que je peux faire, c'est déjà décomposer le vecteur dz vectoriel PM en fonction des directions, c'est-à-dire sur la base uz, ur, uθ. Comment? Eh bien, j'écris que dz vectoriel pm, c'est égal. Donc le dz vectoriel pm, je peux l'écrire dz vectoriel, le vecteur po, d'ailleurs j'ai marqué le o au mauvais endroit, donc dz vectoriel po plus OM. Le vecteur PM, je le décompose en PO plus OM. Et PO, c'est moins Z, si je dis que Z, c'est ici, c'est la coordonnée de P, la coordonnée selon Z. Donc le vecteur PO, c'est le vecteur Z fois le vecteur UZ. Et le vecteur OM, c'est tout simplement petit r fois le vecteur UR qui est vertical. C'est exactement ce que j'ai écrit ici, dz vectoriel moins z uz plus r ur. L'idée, vous avez compris, c'est que ici, dz, il est aussi
selon UZ. Je ne l'ai pas marqué, mais DZ, c'est aussi DZ fois UZ. Et UZ vectoriel UZ, ça fait 0. Les deux vecteurs sont colinéaires. Et il reste donc, pour DZ vectoriel PM, il reste DZ-UZ plus vectoriel R-UR. Et donc, on voit qu'on va pouvoir sortir R et DZ du produit vectoriel, et donc il reste UZ vectoriel R-UR. Et UZ vectoriel UR, c'est ni plus ni moins que Uθ. Donc la question maintenant, c'est tout simplement de réexprimer tout ça, enfin de réexprimer la loi de Biot et Savart, donc cette loi-là, dB égale mu0 sur 4pi i sur pm au cube. Alors justement, donc il nous faut savoir ce que c'est que pm, la longueur pm. La longueur pm, c'est z, ce côté-là, ce côté du triangle fait z, celui-là fait r, donc ça va être tout simplement, théorème de Pythagore, racine de r au carré plus z au carré. J'écris ça, égale racine de r au carré plus z au carré. Et donc, je peux écrire que dB, c'est mu0 sur 4pi, pi, i. Dans l'expression, il y avait un dz vectoriel pm, ce qui va nous donner, d'après ce qu'on a vu, r dz fois uθ. Donc ça, on le laisse. R dz sur pm au cube, c'est-à-dire la racine de R2 plus Z2 au cube, c'est-à-dire R2 plus Z2 à la puissance 3,5. Donc voilà, l'expression... Ah, j'oubliais le Uθ. Donc voilà l'expression de notre loi de Biot et Savart. Donc si on veut obtenir le champ magnétique total créé en M par tout le fil, il faut qu'on fasse une intégrale sur tous les éléments de dz de fil qui font chacun d'entre eux un petit bout de dm, un bout infinitésimal de dm. Donc pour faire ça, donc en fait, en gros, il faut qu'on intègre cette expression-là. Vous voyez que Uθ, il va falloir qu'on faire l'intégration. R ne bouge pas, il faut qu'on fasse l'intégration sur z, puisque z, c'est la position du point qui nous intéresse. Donc il faut qu'on intègre entre moins l'infini et plus l'infini. Vous me croyez sur parole, c'est après avoir fait plusieurs essais. C'est plus simple de le faire en fonction de l'angle alpha. Donc on va réexprimer nos caractéristiques, en l'occurrence z, en fonction de alpha. Alors, ce dont on se rend compte, je vais refaire un petit schéma là. Et donc la longueur totale ici j'ai l'angle alpha. Lorsque je fais, j'essaye de calculer ce que vaut par exemple z en fonction de alpha, r c'est une donnée du problème, hein. Donc quand je trouve ça, ben, vous voyez que z, c'est ni plus ni moins que r sur cos alpha, c'est-à-dire cette longueur-là, c'est r sur cos alpha, et il faut que je multiplie ça par sinus de alpha pour obtenir z. Je vous laisse vérifier ça. Donc c'est r tangente alpha. Alors, quand on veut faire ça, si on veut maintenant intégrer cette expression-là, alors d'abord, il faut trouver qu'est-ce que c'est que R2 plus Z au carré, R2 plus Z2, donc c'est PM, c'est donc racine de R2 plus Z2, et cette expression-là, en fonction de cette longueur-là, en fonction de alpha et de R, vous voyez que j'ai la longueur qui est ici, enfin pardon, R, qui est égale tout simplement à la longueur qui est là, vous l'appelez comme vous voulez, petit l par exemple, multiplié par le cosinus de l'angle alpha. D'accord ? Je vais avoir R, j'en déduis que PM, c'est aussi égal, hein, PM, c'est aussi égal à R sur cos alpha. On va avoir des tas de choses qu'on va pouvoir faire avec ça. En particulier, vous voyez ici R2 plus Z2, maintenant je sais que c'est R sur cos alpha. Z, alors Z, il ne va plus intervenir que là, dans le dz. Donc il faut que je trouve ce que c'est que dz. Ça va être la dérivée de ça par rapport à alpha fois d alpha. Autrement dit,
dz, c'est dz sur d alpha, d alpha. La dérivée de z de cette expression-là par rapport à alpha, c'est la dérivée de tangente alpha par rapport à alpha. On peut utiliser 1 sur cos carré alpha, c'est une des dérivées, enfin une des expressions possibles de la dérivée. Donc ça fait dz sur d alpha, alors il y a le r qui va sortir. Donc maintenant si j'écris db au point m, ça va être mu 0i sur 4pi. dz, on a dit que c'était de nouveau un r facteur de 1 sur cos carré alpha, d alpha, et le tout divisé par r sur cos alpha au cube. Je mets tout ça ensemble. Vous voyez, alors vous voyez peut-être pas tout de suite, je vais remettre le cos alpha en haut, enfin bon, on va s'arranger. Vous voyez que cos carré alpha, celui-là va s'en aller avec le cube qui est ici, il va me rester, j'enlève 3 puissances là, donc ça il va me rester cos alpha, le r au carré va s'en aller avec celui-là, il me reste mu 0i sur 4pi, il y a un r qui reste, 4pi r, et cos alpha d alpha. Et j'oublie surtout pas d'écrire, chose que j'ai oubliée ici, uθ, puisque uθ. Donc cette expression, ben, va falloir l'intégrer. On fait ça comme ça. Mu 0i sur 4πr cosinus alpha, sur 4πr, l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cos alpha d alpha fois uθ, qui peut sortir de l'intégrale d'ailleurs. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi c'est moins pi sur 2 et pi sur 2. Eh ben, on regarde l'expression. Vous voyez que votre morceau là, de fil dz, en réalité, il va venir de moins l'infini. Imaginez que votre direction entre le point P qui est très 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 loin de ce côté-là, donc il est très loin par là, à ce moment-là, vous voyez que ce qui va se passer, c'est que la direction que va prendre, la direction que va voir, de laquelle va voir le point P à partir du point M, eh bien, c'est une direction qui est quasiment horizontale, et donc l'angle qui est ici, ben, c'est moins pi sur 2 par rapport à alpha. Et de la même manière, si dz va dans cette direction-là, à ce moment-là, le point M verra le point P très très loin, presque à l'horizontale. En fait, ça veut dire que alpha ira jusqu'à pi sur 2 quand le point P sera à l'infini. Ça explique le moins pi sur 2 à pi sur 2. Et donc si je veux faire cette expression-là, ben, c'est pas très compliqué après, donc ça fait mu 0i sur 4πr, quand j'intègre, j'ai juste à intégrer cosinus alpha, ça fait sinus de la valeur sinus de la valeur d'arrivée, moins le sinus, qui est la primitive de cosinus, à la valeur de départ. Et vous voyez, ça fait donc sinus pi sur 2 moins sinus moins pi sur 2. On est d'accord que sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc ça fait 1 moins moins 1, c'est-à-dire 2. Je peux écrire que c'est égal donc à mu 0i sur 4πr fois 2, uθ. Et si on veut, cette expression se simplifie, parce que j'ai le 2 qui s'en va avec ça, et donc il me reste b de m est égal à mu 0i sur 2πr uθ. Voilà notre résultat. Il n'est pas super compliqué, et même plutôt simple. Ça nous fait penser, quand on est un peu habitué, ici, vous voyez, le 2πr, qu'est-ce que c'est? C'est la circonférence d'un cercle de rayon r. Donc ce serait un cercle, si je regarde ici, ce serait un cercle, possiblement, qui serait orthogonal à ce plan, au plan qui est ici. Donc le cercle en question, il serait orthogonal, je vais le dessiner peut-être. Donc si ici j'avais l'axe Z, et que j'ai mon point M qui serait ici, le vecteur B, le champ B, il serait vers nous ici, mais dans ce plan-là, qui est le plan orthogonal
au plan de la page, là, le vecteur B serait comme ça, horizontal. D'accord ? Et 2πr, qu'est-ce que c'est? Ici, on a la distance R. 2πr, ce serait comme si je traçais un cercle, super, de rayon petit r, et qui serait donc qui serait centré sur le point O finalement. Le point là, tel que je l'ai dessiné, ça me fait penser à une circulation. C'est-à-dire que si je calcule le champ B, imaginons que je veuille calculer le champ B en ce point-là. À ce moment-là, d'après ce que j'ai raconté, toujours avec mes produits vectoriels, etc., le champ B serait comme ça. Toujours les histoires de symétrie, vous vous souvenez, hein, on en a fait tout un chapitre. Le champ B, ici, serait comme ça. Ici, serait comme ça, etc. Donc si je fais la circulation du champ B sur ce cercle, eh bien, je vais obtenir que sur le cercle, la circulation, c'est-à-dire B scalaire un petit déplacement dl le long du cercle, eh ben serait d'abord l'angle entre B et DL serait constant, serait nul, et donc B fois DL ça ferait BDL, et vous allez voir que la circulation en fait elle intervient dans, enfin ça me donnerait un 2πr, vous allez voir, je vais vous faire le schéma et le calcul, on va faire le calcul.